Bienvenue à tous et à toutes au podcast de Vérité ou quoi. Je m'appelle Myriam Baudry, je suis nutritionniste et doctorante en nutrition. Mais aujourd'hui, je laisse ces deux chapeaux de côté pour plutôt aller revêtir celui d'animatrice du podcast. Vérité ou quoi, c'est une plateforme interactive qui s'attaque à la désinformation, une thématique à la fois. Et cette année, la thématique que l'on démystifie est nulle autre que celle de la douance intellectuelle. Au cours des épisodes, on s'attaque à plusieurs mythes entourant la douance en compagnie de nos experts et expertes. Par exemple, est-ce que les personnes qui ont une douance intellectuelle sont nécessairement performantes? Est-ce qu'elles sont plus malheureuses que la population générale? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes douées? Ou est-ce possible d'avoir à la fois une douance intellectuelle et un trouble d'apprentissage? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce sont des questions qui piquent énormément ma curiosité. Sur ce, je n'en dis pas plus et vous invite à découvrir avec moi ce sujet passionnant. Bonne écoute! Donc, bonjour, on est de retour pour un nouvel épisode de Vérité ou quoi douance. Je m'appelle Myriam et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Dr Mathieu Pilon, qui est psychologue et neuropsychologue et professeur à l'Université de Sherbrooke au département de psychologie et il dirige le laboratoire des études sur le haut potentiel intellectuel. Donc, bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien, merci. Super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup de questions, qui est vraiment, en tout cas, j'ai très hâte de discuter avec toi. On va parler de la santé mentale des personnes douées. Donc, en partant, on va mettre les choses à niveau. Quand on parle de santé mentale, de quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est une bonne question, en fait. Puis en psycho, souvent, on va s'intéresser plus à définir qu'est-ce qui est plus les problèmes, en fait, que qu'est-ce qui est une bonne santé mentale. Ouais. Mais en fait, on pourrait dire, là, si je le fais de façon très vulgarisée, que la santé mentale, en fait, Freud disait que c'était, entre autres, d'avoir la capacité d'aimer, de s'aimer, d'aimer les gens autour de nous, d'aimer la vie, la capacité aussi de jouer, d'avoir du plaisir, puis aussi la capacité de s'engager. En fait, dans des activités, fait que les adultes, entre autres, c'est par exemple au travail ou dans d'autres activités. Les jeunes, ben c'est plus d'être capable d'aller à l'école, de se mobiliser. Et puis, c'est sûr que maintenant, aujourd'hui, ben c'est un construit qui est beaucoup plus complexe. Alors, on va aussi beaucoup s'intéresser à l'influence, dans le fond, de l'environnement dans tout ça, puis de comment ça peut influencer la santé mentale, si on veut, des individus. Fait que si je le mets dans les mots plus d'aujourd'hui, ça serait la capacité, dans le fond, de bien fonctionner dans la vie, d'être capable de faire face à des défis sans que ça vienne nous désorganiser, d'être capable de surmonter comme différentes épreuves, puis d'être capable de profiter de la vie puis de ce qui est alentour de nous. Fait qu'on pourrait dire que ça ressemble à ça, la santé mentale. Super. Donc, si je résume un peu de ce que j'ai compris, si on repart de la définition de Freud, c'était beaucoup justement de vivre une vie épanouie, d'avoir du plaisir, de bien fonctionner quotidiennement. Puis là, aujourd'hui, il y a plus la définition ou l'aspect de productivité, de fonctionnement au travail, tout en se sentant bien avec l'état de bien-être, justement, qui s'ajoute un peu à tout ça. Oui. Exactement. Super. Puis, ben là, on est dans un podcast où on parle justement de douance. Puis, est-ce que c'est à la fois possible d'être doué et de vivre avec un trouble de santé mentale, par exemple, un trouble psychotique, un trouble bipolaire, etc.? Oui, c'est tout à fait possible. On va parler beaucoup dans la littérature, en fait, de double exceptionnalité chez les gens qui vont avoir à la fois une douance et une problématique associée. Donc, quand on est dans des problématiques de santé mentale, ben oui, ça peut en faire partie. C'est sûr qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'études qui nous montrent la prévalence de troubles, entre autres de troubles bipolaires ou de troubles plus de type de schizophrénie chez cette population-là, mais on a plus d'études qui portent sur par exemple, l'anxiété, la dépression autour de ce type de troubles-là. Oui, puis avoir une double exceptionnalité ou la présence d'un trouble de santé mentale, est-ce que ça peut faire disparaître, en guillemets, la douance si, par exemple, quelqu'un qui vit avec de l'anxiété, justement, n'est plus aussi, je sais pas, rapide dans ses réflexions, un esprit qui est capable d'aller analyser de manière plus complexe comme il le fait normalement, ou quelqu'un qui vit avec la schizophrénie, par exemple, comme vous avez nommé, justement, est-ce que ça peut venir effacer un peu les traits que la douance vient apporter? Oui, tout à fait. Je dirais que
En fait, on va parler qu'il y a comme 3 cas de figure. Là, si on veut, quand on a une double exceptionnalité, on peut avoir que le trouble associé, si on prend l'anxiété, par exemple, que les symptômes anxieux viennent cacher, entre autres, là, la manifestation de la douance parce que la personne est tellement préoccupée ou ça a tellement d'impact sur son quotidien que, bon, on peut pas voir, en fait, les manifestations de la douance chez cette personne-là. Donc, ça peut compliquer l'identification. On pourrait avoir un cas de figure où la douance, par exemple, va venir masquer le trouble. Donc là, la douance, elle est comme là, mais en arrière-fond, ben, c'est peut-être un enfant qui est déprimé, puis on attribue ça au fait, bon, ses comportements, peut-être des fois la dépression chez l'enfant, ben, ça se manifeste plus par de l'opposition, que c'est juste parce que c'est relié à sa douance et tout ça, donc ça peut venir masquer de cette façon-là, ou des fois, ben, les 2 troubles vont tellement s'influencer. Si on prend le TDAH, par exemple, là, le trouble de déficit de l'attention, que là, ben, des fois, c'est difficile de voir la douance, puis de savoir, ben, l'enfant, c'est pas typique non plus comme manifestation du trouble. Donc, ça peut, à ce moment-là, c'est comme si les 2 se masquent mutuellement. Oui, puis puisque je suis curieuse, puisque tu as une formation comme clinicien, justement, en pratique clinique, justement, quelqu'un qui arrive puis qui a justement une double exceptionnalité, est-ce que c'est difficile de choisir, disons, si on adresse plus les enjeux par rapport à la douance ou aux troubles de santé mentale ou les 2? Là, je sais évidemment que chaque personne est unique, mais typiquement, comment ça peut se dérouler pour une personne qui arrive avec justement une double exceptionnalité, puis qu'il faut comme justement qu'il y a des enjeux des 2 côtés, puis il faut intervenir pour améliorer le bien-être de la personne? Ben, en fait, je pense que c'est important de tenir compte de l'ensemble. Oui. Fait que la question, je pense qu'elle était plus dans le sens de l'intervention. Oui. Oui, fait que je pense que c'est important de faire une bonne évaluation globale, en fait, pour pouvoir identifier c'est où les besoins, à quel niveau la personne a besoin qu'on l'aide, et puis pour faire une bonne intervention là, qui va être le plus aidante pour la personne. Ce que les études nous disent, en fait, c'est que dans les cas de double exceptionnalité, si on travaille juste sur le trouble, par exemple, ben, ça va avoir des répercussions quand même parce que c'est important d'adresser les défis ou des enjeux qui pourraient être liés à la douance aussi. Fait que c'est important de prendre l'ensemble de la personne là, en compte. Puis justement, chez les personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, quel est le portrait des troubles de santé mentale? Est-ce qu'ils sont plus ou moins sujets de développer un trouble de santé mentale ou est-ce que c'est comparable avec des personnes qui ont un profil plus neurotypique? Comment ça se présente? C'est une bonne question. On pourrait en parler longtemps. Oui, on a le temps. En fait, c'est compliqué de répondre à cette question-là dans le sens où il y a beaucoup de données qui sont divergentes. Donc, ça va un petit peu dans toutes les directions. Puis, quand on se met à regarder les études un peu plus en détail, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de biais dans les études sur la douance. Entre autres, des biais, un des plus importants, là, c'est d'échantillonnage. C'est qui les gens qu'on va choisir pour notre étude. Oui. Fait que ça explique beaucoup des résultats qui discordent parce que certaines études vont prendre des populations plus cliniques, donc des gens qui viennent consulter en psychologie, neuropsychologie. Donc, c'est sûr que ces sous-groupes-là sont plus à risque de troubles de santé mentale parce qu'ils viennent déjà consulter des professionnels. Il y en a d'autres qui vont recruter dans des milieux plus scolaires. Tu sais, au Québec, on est moins avancé dans par rapport à l'intervention pour la douance dans les écoles, mais aux États-Unis ou ailleurs au Canada, il y a beaucoup de classes spécialisées pour les élèves doués. Il y a beaucoup plus de dépistage. Donc, si on recrute dans des écoles ou des programmes où les enfants sont déjà, dans le fond, ça répond à leurs besoins en termes de stimulation qu'ils ont besoin d'avoir et tout ça, ces sous-groupes-là sont comme beaucoup moins à risque, entre autres, là, d'avoir des problèmes de santé mentale. Oui, puis j'imagine... Est-ce que, par exemple, justement, des enfants qui sont dans un milieu qui est moins adapté, que leur douance, justement, a peut-être justement été camouflée ou que leurs besoins n'ont pas été répondus, ça peut faire en sorte que plus tard dans la vie, ils vont développer certains troubles de santé mentale par rapport, justement, à des personnes douées, que leurs besoins ont bien été pris en compte, qui ont été dans un environnement dans lequel ils pouvaient s'épanouir. Ça, j'imagine que ça constitue un facteur protecteur puis que ça va aussi influencer, justement, c'est pas automatiquement une personne est douée qu'elle va développer un trouble de santé mentale. Ce qui se passe à l'enfance, j'ai l'impression des autres discussions que j'ai eues avec d'autres experts, ça semble être quelque chose qui est assez important pour le futur de l'adulte doué. Oui, tout à fait.
Ça résume bien. En fait, je pourrais ajouter que peut-être un des problèmes de cette littérature-là, c'est qu'on s'intéresse trop juste à la variable douance, sans prendre en compte, comme dans le fond, l'ensemble de l'environnement. Puis moi, je travaille beaucoup avec les enfants et les ados. Puis quand on étudie les troubles de santé mentale, on va s'intéresser beaucoup plus dans une perspective globale parce que oui, il y a l'individu qui a plein de facteurs de risque, que ce soit biologique, psychologique. La douance, on pourrait le mettre comme facteur de risque ou de protection, mais on ne considère pas assez la variable de l'environnement. Donc, dans quelle famille évolue cet enfant-là, dans quel milieu scolaire, c'est quoi la relation qu'il y a avec ses pairs. Puis, on sait que pour les autres troubles de santé mentale, ben c'est des variables qui sont vraiment importantes à considérer. Oui, tout à fait. Puis, est-ce qu'il y a certains troubles de santé mentale que les personnes avec une douance sont plus susceptibles de développer, justement certains qui vont être plus communs dans cette population-là? On n'a pas... je dirais que si on regarde les grandes études, en fait, là, où il y a malheureusement des biais d'échantillonnage, mais en fait, on pourrait dire que ce qui ressort beaucoup, c'est que la douance serait peut-être plus un facteur de protection de façon générale, là, si on le dit comme ça. Mais je pense que, par exemple, au Québec, je ne sais pas si on peut généraliser ces résultats-là à notre population ici, compte tenu de caractéristiques au niveau de l'environnement où on y répond probablement moins bien à leurs besoins sur le plan scolaire. Donc, je pense qu'on a besoin de données québécoises, en fait, pour mieux intervenir avec les jeunes au Québec. Mais si on se fie aux données plus mondiales, pour les enfants qui évoluent dans un milieu scolaire qui est peut-être plus enrichi, qui répond plus à leurs besoins, de façon générale, ça semble pas être un facteur de risque là, d'avoir la douance. C'est bon. Puis, je suis curieuse, je connais pas les données exactes, mais on entend beaucoup qu'on est dans une épidémie d'anxiété ou qu'il semble en avoir beaucoup plus chez les jeunes, les ados, qu'il y a plusieurs années. Puis bon, j'imagine qu'il y a probablement une composante du fait qu'on est plus conscientisé à ce que c'est. Il y a peut-être moins de tabous pour en parler et tout ça. Donc, est-ce qu'au niveau même des populations douées, est-ce qu'on voit cette même augmentation-là si on prend juste cette population-là qui semble y avoir une augmentation de troubles par rapport à l'anxiété? Est-ce que ça suit un peu cette tangente-là aussi? On n'a pas de données, malheureusement, pour répondre à cette question-là chez ce sous-groupe de population-là en particulier, en tout cas à ma connaissance. Mais je pense que si l'augmentation serait quand même plus généralisée, là, ça suit la tendance de la population générale. Parce que tantôt, dans la question, il y avait est-ce qu'il y en a plus? Moi, je pense en fait qu'il y en a autant. Puis si on prend chez les enfants, il y a quand même un 12 à 14 % environ qui ont quand même une problématique de santé mentale. Fait que c'est quand même une bonne prévalence de la population. Oui. Vous dites qu'il manque de données, de là l'importance de votre laboratoire et des travaux que vous faites dans ce domaine-là. Ça, je pense que le manque de données est un enjeu qui est ressorti souvent dans d'autres épisodes sur différents aspects. Là. Donc, je souhaite voir plus d'études sur la douance dans les années à venir. Puis, est-ce que les troubles de santé mentale vont se manifester différemment chez les personnes qui vivent avec une douance? Oui, ça va prendre une couleur particulière. En fait, compte tenu du niveau de fonctionnement, je pense que, puis tantôt on parlait un peu des effets de masquage et tout ça. Fait que c'est sûr que le trouble peut, par exemple, le trouble d'anxiété, peut-être que le type de préoccupation, et encore là, je vais parler plus d'un point de vue de clinicien que de chercheur pour ça. Mais on peut voir plus de préoccupations, entre autres, sur des thèmes existentiels, sur des thèmes comme l'injustice aussi, donc sur ce qui va se passer dans le monde, peut-être plus d'éco-anxiété aussi. C'est des gens qui peuvent être très habités par ça, puis plus saisir les enjeux autour de ce qui va arriver à notre planète, plus tôt dans leur vie aussi, à un moment où ils n'ont peut-être pas le développement cognitif qui leur permet de tout mettre en perspective aussi. Là, et la maturité de vie. Là, ils sont plus intelligents, ils comprennent plus de choses, mais ils n'ont peut-être pas toute la maturité. Puis, je sais pas si c'est clair. Oui, ben c'est ça. C'est comme, on dirait, je le vois comme avoir un gros flux d'informations et tout ça, qu'on ne sait pas quoi faire avec, puis que ça devient juste vraiment très encombrant, très envahissant. Puis j'imagine que s'il y a ça en plus des autres enjeux de, des fois se sentir en décalage, le sentiment d'injustice que vous aviez manifesté, tout ça ensemble peut faire une grosse boule de laine qui fait un gros nœud. C'est ça qui devient difficile. Puis, disons, de votre pratique clinique, est-ce qu'on pourrait, montrer un exemple concret, par exemple, de 2 enfants qui vont vivre avec un trouble anxieux, une personne avec la douance, est-ce qu'il y a certains symptômes qui vont se manifester
manifester? Je sais que vous avez mentionné des fois plus de préoccupations par rapport, je sais pas, à des enjeux comme l'environnement, l'éco-anxiété qui va être présente, mais disons pour un parent ou un professeur, est-ce qu'il y a certains symptômes, certaines affirmations que l'enfant peut dire qui vont peut-être être différentes entre une personne neurotypique et une personne avec une douance? C'est une bonne question. Il y a certaines choses, oui, mais c'est sûr qu'on ne sait jamais si c'est vraiment spécifique ou non. Je pense qu'entre autres, dans la nature, là, on a parlé un peu de leurs préoccupations qui sont comme des choses qui sont différentes aussi. Des fois, on peut le voir dans les intérêts qu'ils vont avoir par rapport à d'autres enfants. Donc, si je prends l'exemple d'un garçon, que là, je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes de genre non plus, mais un cas de figure qu'on peut quand même voir en pratique clinique, c'est que, par exemple, il y a de la difficulté à créer des liens avec les garçons de son âge qui sont beaucoup plus en train de jouer, tu sais, sont plus en relation via le sport que via, par exemple, les filles ou d'autres personnes où ça va être plus à travers la communication, les jeux comme symboliques et tout ça. Fait que des fois, on peut voir ça dans la pratique, ce décalage-là qu'il peut avoir là, par rapport aux intérêts. Puis, étant donné que les personnes avec une douance ont tendance à analyser leur environnement d'une manière peut-être plus complexe et différente, est-ce que, puis ce serait peut-être intéressant pour les enfants et les ados de voir s'il y a une différence, est-ce qu'ils vont davantage être s'auto-analyser ou remarquer qu'ils vont justement ressentir des symptômes liés au stress, à l'anxiété, puis peut-être plus aller chercher de l'aide rapidement par rapport à un autre ado? Est-ce qu'il y a une différence dans cette conscience justement de leur propre état de santé mentale? J'ai l'impression que peut-être qu'avec un peu de recul, en fait, c'est quand il y a un travail ou selon l'environnement, en fait, c'est des enfants qui sont capables de prendre ça un peu plus en considération, puis d'être capable d'avoir comme une plus grande maturité, puis être capable de réfléchir sur soi. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quand même, s'ils n'ont pas eu assez d'outils à la maison, à l'école, mais qui sont quand même mal pris avec ça, puis leurs préoccupations, ce qu'on voit d'un point de vue clinique, là, c'est beaucoup plus intense que ce qu'on peut voir chez un enfant qui vient consulter, par exemple, pour de l'anxiété aussi. Donc, la détresse associée, elle est beaucoup plus élevés. Là. Entre autres, je peux penser à certains enfants que j'ai vus. Puis des fois, les parents se sentent vraiment comme au dépourvu par rapport à l'intensité de ces peurs-là, puis à quel point ça prend de la place là, au quotidien. Oui, puis dans vos interventions, est-ce que, c'est certain, encore une fois, que chaque intervention est adaptée à la situation qu'on a devant soi, mais est-ce que la réponse aux interventions est différente? Est-ce que, je sais pas, là, j'essaie de penser, disons, quelqu'un qui analyse beaucoup et tout ça, est-ce que quand on lui amène quelque chose, une solution ou des pistes d'intervention, c'est ça, elle est bien accueillie? Est-ce que la réponse est différente? Je ne sais pas si ma question est claire. Oui. C'est sûr que chaque personne, elle est différente, là, fait que c'est difficile de peut-être généraliser, mais je pense que c'est des gens qui, en thérapie, quand même, comprennent assez rapidement si on essaie de leur donner des moyens, des stratégies. C'est sûr qu'il y a quand même des fois des défis où face à l'intensité de cette détresse-là, entre autres, là, je pense à un jeune que j'ai déjà vu où, pour lui, tout ce qui se passait sur la planète, les guerres, les catastrophes un peu plus naturelles, ça lui causait beaucoup, beaucoup de détresse. Fait que c'est quand même difficile, par exemple, à 6 ans, de prendre un pas de recul pour ça, puis de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ces préoccupations-là, comment il pourrait peut-être s'engager d'une façon comme plus positive, puis que ça lui redonnerait peut-être un peu de pouvoir là, face à la situation. Fait que des fois, ça peut prendre plus de temps aussi, compte tenu là, de cette intensité-là ou de la nature de leurs préoccupations. Oui, puis entre les garçons et les filles, on parlait de stéréotypes de genre plus tôt. Est-ce que je sais que je crois qu'il y a quand même des différences justement entre la manifestation de certains troubles de santé mentale, puis chez les hommes et les femmes qui sont doués dans la manifestation ou la prévalence de certains troubles de santé mentale. Est-ce qu'il y a des différences? Je dirais qu'on voit les différences sensiblement
comme dans la population générale. C'est-à-dire que les garçons ont plus tendance à avoir des troubles qu'on va dire externalisés, donc des problèmes de comportement un peu plus, avoir plus de déficit d'attention, plus d'hyperactivité, donc être plus dans cette polarité-là des problèmes, plus d'agressivité, entre autres, tandis que chez les filles ou le genre féminin, ce qu'on va voir, ben, c'est plus de préoccupations de nature internalisée, donc plus des affects anxieux, dépressifs. OK, je vois. Et est-ce qu'il y a certains mythes que vous entendez ou des fausses croyances par rapport à la santé mentale des personnes douées, je sais pas, qui circulent un peu plus que, je sais pas, dans votre oreille de psychologue et de neuropsychologue, ça vient chicoter un peu ou certains que vous aimeriez démystifier ici? Parce que ma prochaine question, en fait, c'est de comment venir démêler les différentes informations contradictoires qu'on peut voir sur ce sujet-là. Donc, en partant, je suis curieuse de savoir s'il y en a certaines fausses croyances que vous entendez plus souvent. Justement que le fait d'avoir une douance, en fait, c'est comme si c'était la pire chose qui pourrait arriver à quelqu'un, que ça vient avec toutes sortes de problèmes, entre autres de santé mentale. Fait que ça, je pense que c'est un premier mythe là, qu'on entend beaucoup. Parce que pour beaucoup, en fait, tu sais, dans la question du diagnostic, on l'abordait un peu tantôt, là, je le ramène juste parce que c'est lié, mais la majorité des enfants doués sont pas identifiés parce qu'ils fonctionnent bien au quotidien puis ils sont dans un milieu qui répond bien à leurs besoins, fait qu'ils sont pas en souffrance. Fait que c'est sûr que pour une grande majorité, ben, dans ce sens-là, on pourrait dire que c'est un facteur de protection. Ouais. Ça, c'est un des premiers mythes, là, je dirais. Un qui est important, puis je pense qu'un autre qu'on a déjà discuté dans un autre épisode, c'était que avoir une douance, c'est automatiquement un privilège. C'est comme un peu à l'autre extrême où là, ben, c'est un cadeau, puis tout est plus facile, tout va mieux, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que les deux, justement, ce sont deux mythes tout à fait. qu'on vient déconstruire. Puis, dans les questions, peut-être que vous recevez soit de vos patients ou des parents, est-ce qu'il y a certaines informations contradictoires? Quelles sont les craintes principales ou les questionnements avec lesquels les gens vous arrivent le plus souvent par rapport à la douance, les troubles de santé mentale, s'il y en a certains qui reviennent? Je dirais que c'est beaucoup... dans un chapeau de neuropsychologue, on va plus voir, en fait, c'est le volet de difficulté d'apprentissage à l'école qui va être au centre là, des préoccupations, comme le décalage, justement. Les parents vont nous dire à quel point leur enfant est bon dans certaines choses, que ça va bien, qu'au niveau du développement, ben, ça allait comme tout super bien, tout se passait bien. Puis là, que rendu à l'école, ils arrivent en première année, puis oups, là, ils frappent comme un mur avec leur enfant parce que l'apprentissage de la lecture, ça se passe pas. Puis des fois, ben, ça les prend un peu par surprise. Puis, fait que je pense qu'il y a tout ce volet-là où, entre autres, on peut avoir ça avec le déficit d'attention qui va ressortir beaucoup. Donc, l'enfant n'arrive pas à un moment donné. Des fois, on va les voir beaucoup plus tard. Par exemple, tout le primaire, c'est des jeunes qui peuvent compenser leurs difficultés. Puis, rendus au secondaire, ben, les exigences scolaires sont comme plus élevées. Puis, leur intelligence leur permet plus de compenser ça. Fait que ça, je dirais que c'est comme un volet de préoccupation, là, la réussite à l'école ou avoir l'impression que leur enfant ne réussit pas au meilleur de leur capacité. Puis je dirais que souvent, les jeunes doués qu'on va voir dans ce contexte-là, là, doublement exceptionnel, les parents soupçonnent pas nécessairement la douance au départ. C'est vraiment dans le cadre de l'évaluation, puis en recueillant les données, ça, on fait comme toute anamnèse détaillée, puis l'histoire de développement, du fonctionnement et tout ça, que là, on peut voir qu'il y avait des signes quand même de précocité qui étaient là très, très jeunes. Puis quand on met tout ça ensemble, ben, là, on peut voir que c'était la douance qui avait comme masqué le trouble jusqu'à ce moment-là, par exemple, dans le fonctionnement du jeune. Fait que ça, c'est un volet de préoccupation. Puis sur le volet plus affectif, moi, ce que je vois beaucoup, ben, c'est chez les plus jeunes, c'est beaucoup l'anxiété. Là. Je fais d'un point de vue de clinicien. On me consulte beaucoup pour ça, anxiété, un peu d'affect dépressif aussi. Puis chez les ados, ben je pense que c'est beaucoup le sentiment de solitude, cette solitude-là un petit peu plus existentielle, le fait de ne pas sentir qu'ils arrivent à connecter avec les jeunes de leur âge. Fait que je pense que ça, des fois, c'est ça qui prend un peu plus de place dans les motifs de consultation. C'est vraiment intéressant. Puis j'aime ce que vous dites de faire un peu comme l'espèce de ligne du temps pour voir justement les différentes manifestations, puis où justement, OK, il y a quelque chose qui a accroché, puis que là, c'est plus tard que ça se manifeste et on se rend compte que ça devient un problème. Puis je pensais aussi, quand vous parliez de réussite scolaire,
on disait que des fois, il y a des enjeux par rapport au fait que si la douance est pas bien identifiée, mais est-ce qu'au contraire, des fois, lorsque la douance, elle est identifiée, il peut y avoir une pression supplémentaire par exemple, d'anxiété de performance parce que là, il y a des attentes envers le jeune que t'es doué, tu performes bien, il faut que tu performes. Est-ce que c'est des enjeux qui se présentent plus souvent? Je dirais que c'est une bonne question. Puis là aussi, la variable environnement va être très importante là, dans la réponse. En fait, si on regarde les données, ben en général, les enfants doués n'ont pas plus d'anxiété de performance en tant que groupe général. Mais ce qu'on voit, c'est des jeunes qui ont, par exemple, des standards de réussite qui sont plus élevés. Donc, mais sans que qu'ils soient préoccupés outre mesure de la réussite là, au final. Donc, on peut comme distinguer ça chez eux. Mais c'est vrai que des fois, le fait d'être identifié comme doué, puis avec certains préjugés, entre autres le préjugé positif, effectivement, les parents peuvent avoir trop d'attentes, le milieu scolaire aussi. Fait que c'est important de prendre en compte que c'est pas parce qu'on est doué qu'on va super bien réussir à l'école. Oui, non, tout à fait. C'est super important. Puis, on entend beaucoup parler aussi que le perfectionnisme vient souvent avec la douance. Est-ce que ça, c'est des enjeux aussi que vous pouvez voir? Puis, bon, le perfectionnisme, c'est pas un trouble de santé mentale en soi, mais je pense que, puis tu pourras me corriger, mais c'est quand même, ça peut s'accompagner d'une certaine des symptômes anxieux. J'ai voulu lancer un gros mot, mais ça a mal sorti. Donc, est-ce que perfectionnisme, c'est quelque chose qui va plus se présenter puis qui peut mener à de l'anxiété davantage chez les personnes douées? Je dirais que ça aussi, en tant que groupe, les personnes douées, ce que les études nous disent, c'est qu'ils ne sont pas plus perfectionnistes que les gens non doués, là, à part le standard de performance qui sont plus élevés. Mais c'est sûr que dans ceux qu'on voit dans notre pratique clinique ou qui vont venir consulter, là, ça fait partie des motifs de consultation. OK. Ah, c'est vraiment intéressant. Ah oui, vas-y. J'allais juste dire que là, c'est vraiment quelque chose qui est très envahissant, là. Puis qui prend beaucoup de place, c'est le fait de ne pas avoir eu 100% un examen, de ne pas avoir, j'ai fait une faute. Donc, c'est des jeunes qui peuvent avoir appris à s'en demander beaucoup, puis que souvent, c'est nourri aussi par l'environnement autour. Là. Qui va venir valoriser cette réussite-là, puis qu'il y a une réaction de déception ou de surprise quand il y a un échec ou quelque chose qui fonctionne moins bien. Ah, c'est super intéressant. Puis, pour quelqu'un peut-être qui nous écoute, ou peut-être même pour les gens qui vous consultent des fois, qui vont se poser des questions justement par rapport à, mon Dieu, moi je pensais que la douance c'était juste du bien ou que, mon Dieu, automatiquement ça amenait plein de problèmes. On sait que, bon, avec Internet, il y a plein d'informations qui est accessible tout partout. C'est un sujet qui semble être beaucoup plus en ébullition en ce moment. La littérature est encore, il y a des trous ici et là. Donc, quels seraient tes conseils pour se retrouver dans toute cette marée d'informations parfois contradictoires sur le sujet? Je pense qu'il faut chercher la fiabilité de où on va chercher les informations. Là, au Québec, il y a entre autres 2 associations, là, l'Association québécoise l'Association québécoise de la douance, là, et puis Haut Potentiel Québec aussi, qui sont quand même peut-être 2 bons points de départ. Il y a Lynn Massé, qui est une professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, en fait, qui a développé quand même beaucoup de ressources là, de transfert des connaissances pour les intervenants scolaires, les parents sur la douance et la double exceptionnalité. Fait que je pense que des fois, de partir de ça peut être un bon point de départ. Oui. Des fois, on cherche de l'information, puis c'est tellement normal de vouloir, je pense, se renseigner, mieux comprendre ce que l'on vit ou ce que notre enfant, ce qu'un de nos proches peut vivre, mais que c'est tellement important de prendre le temps de bien choisir nos sources parce que c'est ça, mal se renseigner, ça peut alimenter des préjugés ou d'autres détresses qui vont venir causer d'autres problèmes. Donc, c'est des très bonnes ressources à avoir. Puis j'allais ajouter, en fait, que, tu sais, les premiers livres sur la douance, entre autres, là, des livres qui viennent de France, en fait, c'était vraiment des points de vue de cliniciens. Fait que c'est un point de vue comme un peu plus biaisé, puis où on parlait beaucoup, par exemple, des enjeux d'estime de ces enfants-là, de différents défis qu'ils peuvent vivre, mais je pense qu'il y avait un peu la perte de perspective que ça représentait peut-être juste une petite partie des enfants doués puis que ça généralisait pas à l'ensemble des enfants doués. Puis, je repensais à quelques reprises, tu as mentionné qu'il y a des enjeux d'échantillonnage, justement, et comme chercheur, est-ce qu'il y a un moyen de venir
réduire ce biais-là ou pour de futures études, pour avoir justement un meilleur échantillonnage? Qu'est-ce qui peut être fait un peu plus? Là, c'est une question plus recherche, là, mais puisque c'est revenu souvent, je suis juste curieuse de l'explorer un peu plus. En fait, la meilleure façon d'étudier la chose, ça prendrait beaucoup de sous. Organisme subventionnaire, écoutez ce qu'on vient de dire. Ce qui serait de faire en fait une étude un peu plus populationnelle où on sélectionnerait un échantillon avec un nombre important de personnes. Dans le fond, où on pourrait leur faire passer toutes sortes de questionnaires d'évaluation justement pour être capable d'avoir un peu de recruter beaucoup de jeunes qui n'ont pas été identifiés auparavant, s'assurer que l'échantillon est représentatif. Mais ça coûte beaucoup de sous. Et d'une façon comme plus réaliste, je pense que c'est important de peut-être de varier puis de tenir compte en fait de où proviennent un peu plus l'échantillon. Entre autres, là, dans une étude en cours dans mon laboratoire, ben on recrute des gens qui sont déjà identifiés, d'autres il y a peut-être des signes mais qui n'ont pas été identifiés, puis on en recrute à partir de milieux un peu plus cliniques puis de milieux scolaires aussi. Puis on va cibler des milieux plus défavorisés aussi. Là. Ce qu'on veut, c'est d'essayer d'aller d'avoir un échantillon qui est peut-être le plus proche possible de ce qu'on retrouverait là, dans la population des enfants doués, puis d'avoir une mixité, donc pas juste des enfants qui vont dans des écoles privées, par exemple, d'avoir qui vont dans des écoles normales, mais aussi d'en avoir qui vont dans des écoles peut-être plus spécialisées pour la douance, d'avoir de jeunes de milieux plus défavorisés. Je pense que c'est ça qui est important de prendre en compte pour l'étude. Oui, puis ce que tu mentionnes, ça me fait penser aussi qu'à plusieurs reprises, l'environnement était une variable très importante pour répondre à plusieurs questions, puis d'avoir des gens justement qui viennent de milieux défavorisés, ben doués, pas doués, ça vient ajouter son gros lot de difficultés, son lot d'enjeux au niveau de la santé mentale. Donc, d'avoir cette meilleure représentativité-là, je pense que c'est très, très important pour avoir les bonnes connaissances, puis après pouvoir avoir les bonnes interventions pour les gens qui vivent avec une douance et un trouble de santé mentale. Et est-ce que ça arrive en pratique ou c'est fréquent que il y a comme un faux diagnostic psychiatrique qui va peut-être être influencé par la présence de la douance, ou que si la douance est mal comprise, mal identifiée, ça peut être confondu avec autre chose. Je sais pas si je me trompe pas, la douance c'est pas un diagnostic de santé mentale en soi, mais ça justement, est-ce que ça peut venir être un enjeu pour identifier une problématique de santé mentale? Oui. Je dirais que heureusement, on en connaît de plus en plus, puis ça permet de réduire un petit peu plus ce risque-là. Mais quand j'ai commencé ma pratique, il y a quand même peut-être 15-16 ans, je pense que c'était quand même beaucoup plus présent, en fait, des enfants qui étaient identifiés avec juste un trouble de santé mentale, puis que la douance était passée comme complètement inaperçue. Puis là, je travaillais en pédopsychiatrie là, à cette époque-là, donc avec des problématiques comme beaucoup plus sévères. Là. Fait que oui, c'est tout à fait possible. Je pense que là, maintenant, on est comme dans une vague au Québec là, depuis 4-5 ans où il commence à avoir plus de chercheurs qui s'intéressent à ça. Il y a aussi plus de professionnels qui se forment là-dedans. Je pense qu'on commence à être plus sensibilisés comme société. Fait que je pense que ça va avoir des bonnes répercussions, mais quand ça arrive, c'est comme très dommageable. Hein? Oui, oui, parce que la personne, c'est comme si elle se retrouve avec une étiquette. Déjà, quelque chose que j'entendais beaucoup des discussions sur les personnes qui vivent avec une douance, c'est le sentiment des fois d'être en décalage, d'être à part. On parlait de solitude tantôt. Donc là, en plus d'avoir une étiquette de plus qui finalement n'est même pas la bonne et qui peut mettre la personne encore plus en retrait d'une certaine façon, j'imagine qu'effectivement, ça peut être très dommageable pour elle. Ouais. Puis après ça, là, ça risque... Ça dépend à quel âge c'est, mais plus l'enfant est jeune, si c'est mal identifié, plus il risque de développer un problème plus chronique là, par la suite. Mais je dirais que aussi, avec tous ces changements-là au Québec, on a aussi je dirais peut-être le côté inverse. C'est-à-dire que là, il y a comme une tendance aussi à avoir beaucoup de gens qui veulent une identification de douance chez leur enfant. Puis des fois, peut-être pour des raisons qui sont plus comme pas...
un aspect central de la douance. Fait que c'est des évaluations qui peuvent se conclure si les gens la font à pas identifier comme une douance. Donc, ça, on peut voir qu'il y a eu aussi une augmentation là, importante des consultations pour ça, oui. Puis, on a beaucoup parlé des enfants, des ados, puis ça semble quand même être ton champ d'expertise. Et est-ce que ça va arriver au niveau des populations adultes où une personne, c'est ça, là, un trouble de santé mentale va peut-être plus se manifester dans sa vie adulte alors que ça a été non présent à l'enfance, à l'adolescence. Puis bon, là, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on va se retrouver avec un trouble de santé mentale à l'âge adulte, mais en lien avec la douance. Est-ce qu'il y a certaines situations qui peuvent faire en sorte que là, tout est beau enfance, ado, mais jeune adulte, peut-être, là, s'il y a un trouble de santé mentale qui va se manifester en lien avec la douance? Oui, ça peut arriver vraiment à n'importe quel âge, là, les problématiques de santé mentale. C'est sûr que d'en avoir eu plus jeune, c'est un facteur de risque pour en avoir plus tard. Mais ce qu'on voit beaucoup en évaluation, là, un peu plus, c'est des parents d'enfants qui sont venus consulter, chez qui on a identifié, par exemple, une double exceptionnalité. Puis, dans le fond, eux, des fois, les parents, après, décident de faire une démarche pour eux-mêmes parce qu'ils se reconnaissent dans beaucoup d'aspects de leur enfant. Puis, là, des fois, ce qu'ils vont comprendre, c'est toute l'anxiété qu'ils ont vécu à l'école, en fait, puis qui se sentaient donc pas bons, pas intelligents, mais en fait, parce qu'il y avait un trouble de la lecture qui n'avait pas été identifié. Puis, dans le fond, des fois, c'est des parents qui vont avoir arrêté l'école comme tôt. Donc, on peut le voir un peu comme ça. Puis ça doit être soulageant ou je sais pas si ça apporte des sentiments un peu mitigés de c'est ça, finalement comprendre tout le sentiment, tous les sentiments étranges qu'on a eu pendant notre enfance, notre et notre adolescence, mais en même temps de faire mais mon Dieu, est-ce que je passe à côté de plein d'opportunités où j'aurais pu avoir une trajectoire de vie différente. Donc pour des adultes justement qui prennent conscience de ça plus tard dans leur vie, je sais pas si c'est des cas que tu vois des fois en clinique, comment ça se passe pour ces gens-là? En général, c'est des gens qui vont avoir, ils vont bénéficier d'être accompagnés un peu pour réfléchir à l'impact que ça a maintenant d'avoir cette perspective-là là, sur leur fonctionnement. Oui, c'est vraiment intéressant. Oui, vas-y. En fait, j'allais juste dire que ça me fait penser que souvent aussi, on va... c'est rare que les cliniciens, on va évaluer une douance pour évaluer comme une douance. Hein. On va plus le faire dans un contexte où il y a comme des raisons en arrière. Le jeune s'ennuie à l'école. On veut comprendre pourquoi. Le jeune a des difficultés. Puis là, on veut comprendre est-ce qu'il y a un trouble qui est associé à ça, comme un trouble d'apprentissage, un TDAH. Mais rarement, on va faire une évaluation juste pour la douance comme telle. Puis des fois, chez les adultes, il va y avoir... c'est soutenu par un questionnement un peu plus de comprendre un peu leur histoire de vie, comme toute leur solitude. Fait que des fois, là, c'est là que les adultes vont se faire évaluer un peu plus dans ce contexte-là, comparé aux enfants où on va pas le faire. Puis j'imagine que l'arrivée en milieu de travail aussi à l'âge adulte peut peut-être faire apparaître d'autres enjeux qui étaient peut-être pas nécessairement apparus ou qui n'étaient pas aussi évidents en milieu scolaire. Donc, d'arriver dans les milieux de travail, ça peut apporter peut-être un autre lot de questionnements qui font justement que les gens vont vouloir aller consulter pour comprendre ce qui se passe. Oui, tout à fait. Puis, il y a un autre sujet que je voulais parler que je trouvais super intéressant, c'est le concept d'hypersensibilité. Puis, on a souvent parlé justement que les personnes qui vivent avec une douance ont, une capacité d'analyser leur environnement de manière plus complexe, qui vont plus, percevoir des détails, des choses comme ça. Donc, d'abord, c'est quoi l'hypersensibilité? Puis même, on dirait, la première fois que j'avais entendu ça, on dirait que ça avait quasiment une connotation péjorative pour moi que, quelqu'un qui est trop sensible, c'est comme pas une bonne affaire et tout ça. Donc, ça, je serais intéressée que tu démystifies un peu tout ça. Puis ensuite, de voir, comment ça se présente, si c'est quelque chose de plus fréquent chez les personnes douées. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'hypersensibilité? Je pense que tu le décrivais quand même assez bien. Ah, ben dans le sens où on peut le voir d'une façon générale comme étant plus sensible à tout ce qui va être dans l'environnement de la personne. Il y a différents types d'hypersensibilité. Donc, il y en a qui sont plus comme au niveau psychomoteur, donc des enfants que là, c'est plus comme d'être dans l'agitation, d'être dans l'action. On en a décrit ce qui est peut-être plus comme au niveau intellectuel aussi. Ça serait le pendant de peut-être plus se poser toutes sortes de questions existentielles, puis tout ça, on peut en avoir au niveau plus de
qui reviendrait joindre comme l'imagination. Mm-hmm. Donc, ça, c'est plus en lien avec les traits, plus de créativité, puis d'avoir un monde imaginaire comme très développé. Puis, il y en a au niveau des sens, là, aussi. Mm-hmm. Puis, par exemple, au niveau des sens, c'est ça, c'est plus, disons, être sensible aux odeurs, à la lumière, des choses comme ça. Puis, on dirait que l'hypersensibilité, quand je l'entends, ça peut être bénéfique pour certains trucs, puis ça peut être négatif pour d'autres. Puis, c'est ça, comme je te dis, on dirait que des fois, que le fait d'être trop sensible à peu importe ce que c'est perçu plus négativement. Ouais. Donc, ça, justement, pour les gens qui arrivent avec une hypersensibilité, c'est ça, souvent, j'imagine, est-ce que c'est plus moi, je me sens trop sensible puis je vais essayer d'éteindre mes sensibilités pour arrêter d'être envahi par mon environnement, ou c'est accueilli plus avec comment, ben c'est chouette, là, je suis plus consciente de mon environnement, puis Je vais juste faire une petite parenthèse parce que j'oubliais la plus importante, en fait, qu'on parle souvent, c'est de l'hypersensibilité émotionnelle. Oui, absolument, oui. Mais oui, en fait, il y a plein de choses là, qu'on pourrait dire par rapport à ça, mais si on est plus encore dans la description, oui, des fois, c'est quelque chose qui est comme perçu comme négatif parce que ça peut vraiment être trop, alors que des fois, ben, ça peut être un avantage aussi là, d'avoir un sens du goût qui est très développé, puis d'être capable de distinguer comme toutes sortes de saveurs, là, puis tout ça. Mais après, tu sais, ces concepts-là d'hyperexcitabilité ou hypersensibilité, c'était beaucoup basé sur une théorie de Drabowski, en tout cas, qui était sur une théorie du développement du système nerveux, et puis tout ça est très complexe. Et ce que les études nous montrent quand on regarde un peu ça, c'est pas clair si c'est spécifique aux enfants doués. Les hyperexcitabilités, les hypersensorialités, puis que dans le fond, il y en a peut-être comme l'hypersensibilité excitabilité psychomotrice on en voit aussi beaucoup chez les enfants avec un TDAH, entre autres. Là. Fait que je pense qu'au niveau de la science, en fait, c'est comme si il y a des gens qui ont beaucoup utilisé ce construit-là, puis que en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même d'expliquer plusieurs des caractéristiques des enfants doués. Fait qu'il y en a qui ont travaillé beaucoup là-dessus, mais là, c'est comme si on ne sait pas trop à quel point c'est spécifique ou non. Ouais. Puis là, ben, il y a des études qui montrent que c'est peut-être pas tant spécifique. Puis justement, c'est pas spécifique à la douance. Quels sont les facteurs qui vont causer l'hypersensibilité? Est-ce qu'on est plus dans une irritabilité génétique, l'environnement, un mix de tout ça? Donc, ben, je pense que de la façon que c'est décrit, c'est sûr qu'il y a quand même quelque chose qui est très proche du tempérament de l'enfant. Puis très jeune, on voit, il y a des enfants qui ont un tempérament où ils sont comme très réactifs à leur environnement. Il y en a qui sont aussi comme beaucoup plus des bébés qui sont plus intenses quand ils manifestent des besoins. Ils vont les manifester de façon plus prononcée que d'autres enfants. Puis on peut voir des signes comme ça. Fait que je pense qu'on aurait besoin, pour mieux comprendre ça, d'avoir des études qui vont s'intéresser à étudier avant aussi comment c'était dans la petite enfance puis comment ça l'a évolué. Puis pour l'hypersensibilité, est-ce qu'il y a un diagnostic ou comment est-ce que c'est identifié? Je dirais qu'il n'y a pas de diagnostic comme tel. Là. Souvent, il y a des questionnaires qui existent qui permettent de les identifier, mais il n'y a pas vraiment de normes qui nous permettent de savoir si c'est plus fréquent ou non que dans la population générale. Mais c'est une question que je trouve intéressante. Fait qu'on est dans une étude dans mon laboratoire. On inclut des mesures, justement, d'hypersensibilité pour voir qu'est-ce qu'on va retrouver. Puis est-ce que, justement, on en voit plus chez les enfants doués? Puis si oui, quel type? Donc, on s'intéresse à cette question-là. Puis j'imagine que ça doit se manifester sur un spectre aussi, qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être une petite hypersensibilité pour certains aspects. On a parlé, des sens, le niveau émotionnel, le niveau psychomoteur, et d'autres que ça va être vraiment plus intense sur un aspect en particulier. Donc, est-ce que typiquement, il y a des gens justement qui vont avoir plus un type d'hypersensibilité ou généralement une personne qui vit avec de l'hypersensibilité, ça va se découler sur tous ces aspects-là aussi? Ça peut être, je dirais, juste sur un aspect ou certains aspects comme plus spécifiques. Puis certains vont en avoir quand même beaucoup. C'est comme si eux sont vraiment comme plus élevés dans le continuum, là. Puis l'hypersensibilité, quand tu disais, disons que ça peut être des fois juste un bébé qui est très réactif, qui exprime très fort ses besoins et tout ça, est-ce que ça se manifeste justement très, très jeune ou il y a des gens que ça va être encore une fois un peu camouflé et juste se manifester peut-être plus à l'adolescence ou au début de la vie adulte? Je dirais que je suis pas tout à fait certain, mais j'ai quand même l'impression que ça se manifeste très tôt. OK. Ouais.
Logiquement, en fait, c'est quelque chose qu'on voit très tôt. Ça peut prendre beaucoup, tu sais, dans le fond, beaucoup de place aussi. Entre autres, là, il y a des gens qu'on peut voir en clinique qui même ont travaillé en ergo ou ces aspects-là parce qu'il y avait des choses que leur enfant était certaines textures, certains tissus. Le fait de se sentir pris, par exemple, attaché dans une voiture, que c'était quelque chose qui était vraiment très difficile. Là. Fait que des fois, ça peut être très extrême. Oui, puis ça me fait penser aux textures dans des stages que j'ai faits en nutrition, justement. On avait des enfants, des fois, justement, où l'introduction des nouveaux aliments est un défi immense parce que, justement, arriver avec des nouvelles textures, juste des nouvelles couleurs, des fois, dans leur assiette, c'est super envahissant, là. Donc, puis je trouve ça intéressant de mentionner, justement, les autres professionnels, par exemple, les ergothérapeutes qui peuvent être impliqués pour certains aspects, justement, pour venir gérer cette hypersensibilité, pour gérer tout ça. Puis, pour revenir aux troubles de santé mentale, est-ce qu'il y a un type d'hypersensibilité qui est plus... peut-être plus lié à certains troubles de santé mentale. Là, juste comme ça, on dirait, je pense à l'hypersensibilité émotionnelle, peut-être. C'est mon hypothèse, mais qu'est-ce qu'il y en est de ce côté-là? En fait, c'est comme c'est quelque chose qui est plus spécifique au domaine de la douance, en fait, ou des fois, peut-être plus dans les études aussi chez les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme, des particularités sensorielles. Il n'y a pas eu tant d'études où on a comparé différents groupes. Okay. Mais chez des études, puis où on avait beaucoup de variables, mais effectivement, chez des études avec des enfants doués, on voit que c'est beaucoup en lien, entre autres, nous, dans une étude qu'on a fait en ligne, là, il y a beaucoup, il y a une relation très forte entre l'hypersensibilité émotionnelle et l'anxiété. Ou les hypersensibilités de façon générale et l'anxiété aussi. Puis il y a d'autres chercheurs qui avaient trouvé cette relation-là aussi. C'est super intéressant. Puis pour quelqu'un, un parent, justement, là, qui peut peut-être suspecter que son enfant a une hypersensibilité, bon, j'imagine que pouvoir aller consulter, c'est souvent l'idéal, mais sinon, est-ce qu'il y a des pistes d'intervention, justement, pour essayer d'améliorer la qualité de vie de l'enfant, son bien-être, en attendant d'avoir peut-être des solutions plus adaptées, ou je pense, disons, en salle de classe, quand là, bon, on peut pas, on est avec 34 autres enfants, des fois, si on a des besoins de nous très spécifiques, ben ça peut peut-être ne pas convenir. Donc, c'est une question complexe, mais quel genre d'interventions qui peuvent être faites pour les gens vivant avec l'hypersensibilité? Je pense qu'il y a des interventions, entre autres en ergothérapie. Les gens sont quand même bien outillés pour intervenir par rapport à ça. Puis des fois, il y a des aménagements en milieu scolaire, comme le fait, les jeunes qui sont comme très sensibles au bruit, de pouvoir mettre des coquilles. C'est quelque chose qu'on permet dans le déficit d'attention, mais il y a des jeunes que c'est vraiment juste ça, là, quand il y a du bruit dans la classe, c'est comme trop intense, puis ça peut les aider. Donc, il y a beaucoup, des fois, de petits aménagements qui peuvent être faits comme ça, selon le type d'hypersensibilité puis l'impact que ça a sur leur fonctionnement. Puis au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, on dirait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus complexe à adresser parce que là, c'est comme, disons, pour le bruit, de mettre des coquilles, c'est les lumières, on peut tamiser l'éclairage. On dirait qu'il y a des aspects très concrets qu'on peut mettre en place. Mais au niveau de l'hypersensibilité émotionnelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, le suivi en psychologie ou avec un neuropsychologue, ça doit être extrêmement bénéfique. Mais concrètement, est-ce que tu as des exemples à donner? Je pense que le défi avec ce type-là, c'est que c'est peut-être une qui est pas nécessairement spécifique à la douance aussi. C'est-à-dire qu'on a des jeunes ou des adolescents qui ont beaucoup d'hypersensibilité émotionnelle pour toutes sortes de raisons puis que c'est pas en lien avec leur intelligence. Fait que c'est quelque chose de plus général là aussi, mais je pense que la thérapie, ça peut aider. Je pense qu'il y a différentes façons comme d'apprendre peut-être certaines techniques de relaxation, de prendre des moments d'arrêt. Je pense que c'est d'aider ces jeunes-là à mieux comme réguler leurs émotions, puis de se connaître aussi dans le fait que peut-être que c'est juste des gens ils réagissent comme plus intensément, puis que c'est pas un problème en soi, mais de savoir que c'est normal qu'eux, ils sont comme ça. Oui. Puis je pense que c'est ça, puis je trouve ça intéressant quand tu dis de se connaître, puis de pas venir ajouter ça comme, déjà que je peux me sentir bizarre parce que j'ai une douance, là, j'ai pas une deuxième tête en plus parce que je suis hypersensible, donc de venir normaliser que c'est comme ça qu'ils sont, mais qu'il y a des moyens pour venir les aider à se réguler, puis avoir une bonne qualité de vie malgré ça.
Je pense que c'est peut-être justement là important, on pourrait dire, de comprendre d'où vient cette hypersensibilité-là. Oui. Ouais. Parce qu'on a l'impression que ça vient plus comme de comment s'est développé le cerveau, le fait que parce que le cerveau des enfants doués se développe d'une façon plus rapide, de certaines caractéristiques. Donc, est-ce que c'est plus en lien avec ce développement neurologique-là ou c'est plus en lien avec leur développement affectif, leur histoire de vie, puis comment dans la famille, les émotions étaient gérées, c'est comment, dans quel type de milieu ils ont vécu. Fait que des fois, la variable, je dirais, environnement au sens large, c'est comme super important quand on s'intéresse à ça. Oui. Puis ici, il y a une composante génétique importante quand tu disais, disons, qu'un parent va pour faire évaluer son enfant, puis là, que lui, il se rend compte que, oh mon Dieu, peut-être que moi aussi, c'est ça que j'avais. J'imagine que si tu es dans une famille où tout le monde est un peu hypersensible, est-ce que ça peut venir exacerber ça ou ça fait en sorte que, je sais pas, il y a un environnement qui est plus compréhensif? On dirait, j'imagine toutes sortes de scénarios, mais ouais. Je dirais que ça dépend un peu comment les individus dans la famille ont négocié avec ça. Fait qu'on voit beaucoup, je dirais qu'on... J'aime pas ça être réducteur, là, mais des fois, en cas de figure qu'on voit, c'est des familles qui ont appris à composer avec ça, puis qui ont travaillé fort, puis qu'ils sont capables de donner des outils à leurs enfants. Puis des fois, on voit c'est plus des familles où c'est resté difficile, fait qu'ils se sentent plus limités dans leur capacité d'aider leurs enfants face à ça, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été soutenus, ils n'ont pas nécessairement trouvé de solution. Puis tout est possible entre ces deux extrêmes-là. Oui, tout à fait. Bien, une chose que j'entends puis je trouve qui peut être rassurante pour des gens, justement, qui peuvent vivre avec ça, c'est qu'il y a moyen de le négocier, justement. Il y a moyen de vivre avec ça puis d'être capable, justement, de trouver des outils pour s'autoréguler puis être bien dans son environnement. Oui, tout à fait. Puis quand t'es pas juste bizarre de te sentir comme ça. On dirait que c'est justement le sentiment de solitude puis de se sentir en décalage par rapport aux autres. Ça doit tellement être difficile, en plus, de rajouter cette composante-là. Je pense que c'est important de pointer sur le fait que c'est possible de l'adresser puis de bien vivre avec ça. Puis vraiment super intéressant pour l'hypersensibilité. Là, je pense que, en tout cas, moi, c'est venu répondre à beaucoup de questions que j'avais sur le sujet. Puis c'est super intéressant. Et un autre... Oui, vas-y. J'allais juste dire, parce que par rapport aux hypersensibilités, je pense que c'est peut-être le point où il y a beaucoup de mythes aussi. Puis, tu sais, peut-être j'ai juste envie de nuancer un peu parce que je trouve ça important que, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que des fois, les parents vont voir que leur enfant a une hypersensibilité. Puis là, comme si ça devient un peu réducteur, donc mon enfant est doué. Puis je pense que c'est ça qu'il faut prendre en compte, que c'est une question qui est beaucoup plus complexe. C'était ça la nuance que je voulais apporter. Parce que dans les gens qui viennent consulter, puis que souvent, finalement, on va pas conclure à une douance ou on va éliminer cette hypothèse-là, c'est que ça reposait plus sur un aspect beaucoup plus loin de la douance, puis qu'on peut retrouver chez tous les enfants. Fait que là, ça devient que la douance, c'est pas la seule chose qui pourrait expliquer cette particularité-là du fonctionnement. Oui, non, il peut y avoir les deux ensemble. Là. Donc, c'est une très bonne nuance qui était venue apporter. Puis, je voulais passer justement à un autre sujet tout aussi intéressant, le sommeil. Le sommeil, je pense que pour n'importe qui peut penser à une journée où il a mal dormi, puis qu'il était plus stressé, plus de difficultés à réguler ses émotions et tout ça. Et est-ce que les gens avec une douance ont plus de problèmes de sommeil que la personne moyenne? Comment ça se passe de ce côté-là? C'est une autre question complexe. On aime ça des questions complexes. Alors, par rapport au sommeil, en fait, si on regarde d'un point de vue un petit peu plus des premiers écrits ou ce qu'on peut lire dans les livres, c'est que les personnes douées ont besoin de pas beaucoup d'heures de sommeil. Donc, ce serait des petits dormeurs, mais aussi les écrits cliniques parlent beaucoup qu'ils ont beaucoup plus de problèmes de sommeil d'une façon comme générale. Donc, ça, c'est les premières choses. Puis, je dirais que ça fait partie des mythes là, par rapport au sommeil qui circulent. Puis, quand on regarde un peu plus dans les études, puis il n'y en a pas beaucoup. Ce qu'on voit, en fait, c'est que, tu sais, on peut étudier le sommeil avec des questionnaires. On peut étudier aussi en laboratoire, là, vraiment avoir des mesures un peu plus du sommeil. Donc, il y a eu une étude chez les jeunes, là, puis il y en a une, en tout cas, à Rivière-des-Prairies. Peut-être qu'on va avoir accès à leurs données bientôt. Je sais qui a été fait. Mais ce que l'étude montrait, en fait, c'est que si on regarde comment est composé leur sommeil, on a différents cycles de sommeil. On a du sommeil plus lent qui nous permet de reposer notre organisme. On a du sommeil un peu plus paradoxal où on va faire plus de rêves, où notre cerveau est plus actif. Et les personnes douées dans cette étude-là avaient plus de sommeil paradoxal. Puis si je me trompe pas, le sommeil paradoxal, ben ça, c'est la phase où on rêve un peu plus, c'est du sommeil plus léger. Est-ce que c'est lui qui est comme moins réparateur, comme c'est pas le sommeil profond?
Ouais, je dirais qu'on peut pas dire qu'il est moins réparateur. Ils ont des fonctions différentes. Oui. Si on y va d'une façon plus dichotomique, le sommeil lent, on est plus dans la récupération de l'organisme. Le repos physique. Le repos physique. Si on a fait beaucoup de sport, ben on va avoir plus de ce type de sommeil-là. Tandis que le sommeil paradoxal, on est plus dans des fonctions neurocognitives. Donc, c'est ça qui va aider à consolider les choses qu'on a apprises dans la journée. Notre cerveau va faire un ménage de qu'est-ce que je veux retenir. Il n'y a pas l'intention, mais qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qui va être mis dans la mémoire plus à long terme? Quels souvenirs on va éliminer? Donc, c'est dans ce stade-là où on voit que les personnes douées en ont plus, alors qu'il n'y avait pas d'autres différences par rapport aux autres périodes de sommeil en tant que telles. OK. Puis, s'ils ont plus une phase... Est-ce qu'elle est plus importante en termes de temps ou d'activité? Là, j'ai comme l'image, c'est très... genre les espèces de petites vagues. Donc, eux, c'est des grosses vagues durant ça. Est-ce que cette période-là de sommeil paradoxal, elle est plus longue ou l'activité est plus importante? Ou les deux? Je dirais qu'on n'est pas rendu à mesurer l'activité, mais ça serait une bonne étude. Ça serait intéressant, oui. à faire, mais là, on était plus en termes de quantité, puis de pourcentage dans une nuit. Puis là, je ne suis pas sûre si la différence était au niveau du pourcentage ou du nombre de minutes en sommeil paradoxal. Donc, si cette phase-là est plus longue pour eux, est-ce que leurs autres phases sont plus courtes ou ils ont besoin de plus de sommeil? En fait, c'est que pour le reste de leur nuit, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. Fait que c'est comme s'il y avait plus de minutes, mais au bout du compte, l'impact est peut-être plus réparti dans les différentes... dans les autres stades de leur sommeil, puis qu'au bout du compte, ils dorment la même quantité. Puis ce qui ressortait dans cette étude-là aussi, c'est qu'il y avait plus de plaintes par rapport au sommeil, plus de plaintes de troubles de sommeil. OK. Puis ça me semble logique aussi, considérant justement qu'on parlait d'hypersensibilité ou du fait d'analyser son environnement. C'est comme si ton cerveau a plus d'informations à gérer. Donc, la phase où il va le gérer cette nuit, ben il faut qu'elle soit un peu plus importante. Donc, on dirait que ça fait quand même du sens de l'entendre comme ça. Puis par rapport aux plaintes, justement, du sommeil, quelles sont les plaintes principales, justement? C'est surtout de l'insomnie, des mauvais rêves? Je dirais qu'il y a beaucoup d'insomnie. La difficulté, donc, à initier un peu plus le sommeil. Là. Ça fait partie des plaintes. Il y a aussi peut-être certaines parasomnies. Donc, les parasomnies, c'est tout ce qui vient déranger un peu le sommeil. Donc, les cauchemars, les terreurs nocturnes, le somnambulisme. OK. Que ça, c'est ce qui ressortait un peu plus là, dans leur étude. Mais nous, il y a eu d'autres études, en fait, qui ont montré que les enfants doués, en fait, il y avait comme ceux qui ont le plus de problèmes de sommeil, c'est ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Parce que cette relation-là, elle est bien connue dans la population un peu plus générale. Tout à fait. Puis pour initier le sommeil, justement, bon, il y a toutes sortes de choses, mais typiquement, si on est stressé, on a des pensées qui nous tournent dans la tête, ça peut être une barrière pour initier le sommeil. Donc, pour les personnes douées, est-ce que, disons, si on avait qualitativement, quelles sont les choses qui les empêchent de dormir? Est-ce qu'ils ont de la misère à dormir puis ils savent pas trop pourquoi? Ou vraiment, ils se couchent le soir puis ils peuvent identifier, je me sens stressée, ou on dirait que je suis pas capable de mettre mon cerveau à off pour dormir. Donc, comment les plaintes se manifestent pour initier le sommeil? Il y a pas tant d'études là-dessus, fait que ça serait d'autres affaires, mais ce qu'on entend beaucoup d'un point de vue clinique, c'est plus la difficulté de se mettre à off. Peut-être le fait d'avoir, de penser à beaucoup de choses, peut-être comme une certaine forme d'anxiété sans que ça soit un trouble, mais plus de préoccupations qui se manifestent au moment du coucher pour eux. Puis les interventions pour l'insomnie, dans ce cas-là, est-ce qu'elles sont les mêmes que pour la population plus générale? Oui. Donc, par exemple, est-ce que tu peux résumer, dire je pense qu'il y a certains trucs auxquels on peut tous penser, comme fermer notre cellulaire une heure avant, pas d'écran et tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres actions qu'on peut prendre contre l'insomnie? En fait, c'est beaucoup l'hygiène de sommeil, parce que je pense que notre corps a besoin un peu de se préparer au sommeil. Il y en a qui vont passer très rapidement, mais ceux qui ont des défis à s'endormir, je pense que c'est important d'avoir une routine, en fait, qui va aider à préparer leur corps, puis leur cerveau aussi au sommeil, donc d'éviter, là, comme tu disais, les choses qui peuvent être stimulantes, comme un cellulaire ou les écrans, le fait de les adolescents, par exemple, jouer à des jeux vidéo ou avoir des interactions sociales comme très soutenues avant de se coucher. Ça, c'est sûr que ça peut ralentir l'arrivée un peu plus du sommeil. Oui, donc c'est ça, vraiment miser sur l'hygiène puis introduire une routine de dodo pour indiquer au cerveau que là, c'est le moment de calmer les stimulations puis d'aller se reposer.
Que si on fait un travail là-dessus et que ça ne fonctionne pas, ben là, on peut aller avec des techniques comme plus spécifiques, mais de façon générale, c'est ça qu'il faut aider à développer. En premier lieu. Oui. Puis par rapport à la parasomnie, donc, disons des gens justement qui ont des terreurs nocturnes, que le sommeil va être dérangé pendant la nuit, qu'est-ce qui cause ça? Si on prend il y a différents types, là, mais si on prend le somnambulisme, les terreurs nocturnes, en fait, ça se passe quand on est dans le sommeil profond. Et puis là, c'est la difficulté de notre cerveau de se réveiller complètement quand on est dans cet état-là. Puis c'est comme si le cerveau, certaines parties du cerveau se réveillent complètement, puis d'autres parties du cerveau vont rester comme endormies. Okay. Puis là, c'est ce qui fait en sorte que la personne va déambuler, puis elle est capable a quand même une certaine perception de son environnement, mais elle peut pas faire des activités comme très, très complexes. Là, okay. Puis dans les terreurs nocturnes, là, c'est vraiment comme l'activation plus du système de peur, en fait, qui est comme très présente. Puis là, on a l'impression que la personne fait face à un danger terrible. Ouais. Mais... Puis, je pense aux rêves à cause de la phase du sommeil paradoxal. Puis, je sais que c'est tout un champ de recherche complexe en soi, mais est-ce que, je sais pas, les personnes avec une douance, si ont une phase plus importante de sommeil paradoxal, vont plus rêver, plus faire de cauchemars, ou est-ce qu'on a des données? Là, c'est une question peut-être un peu farfelue, mais par curiosité. On a des données très préliminaires. Okay. Chez des jeunes doués, on fait une étude en ligne qu'on a fait avec une de mes collègues, là, Valérie Simard. Puis une équipe d'étudiantes au baccalauréat. Puis, dans le fond, ce qu'on voit, c'est que par rapport aux rêves, c'est les jeunes doués qui ont le plus d'anxiété qui vont rapporter le plus de mauvais rêves, en fait, de rêves dysphoriques là, qui vont comprendre soit juste un mauvais rêve ou un cauchemar où là, la personne va vraiment se réveiller. Puis là, ce qu'on trouvait, c'est qu'il y avait une relation, parce que dans cette étude-là, on avait inclus une mesure d'hyperexcitabilité. Puis, il y avait l'hyperexcitabilité plus imaginative, en fait, qui est en lien aussi avec le fait d'avoir des mauvais rêves. Ah, c'est super, super intéressant. Wow! Mais j'ai hâte de voir si ça, la suite de ces données, c'est ça qui sont préliminaires, mais voir la suite pour ça. Puis, par rapport à la parasomnie, justement, quand c'est plus des choses qui se passent pendant la nuit, j'ai l'impression que c'est peut-être plus facile quand on a de la misère à s'endormir d'initier des mesures concrètes qu'on est encore réveillé. Mais là, quand c'est au milieu de la nuit que ça va pas, est-ce qu'il y a des interventions justement en psychologie, neuropsychologie qui peuvent se mettre en place, ou là, la médication pour garder un sommeil plus profond va être nécessaire? Qu'est-ce qui se fait de ce côté-là? Je dirais que ça dépend toujours de l'âge. Hein. Les terreurs nocturnes somnambulistes, c'est quand même un phénomène assez normal dans le développement. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants vont en avoir. Mais si les enfants, risquent de se blesser, tout ça, il y a quand même certains traitements qu'on peut faire aussi pour aider les familles dans ces moments-là. Mais en général, c'est beaucoup de faire de la prévention, donner de l'éducation. Il y a des facteurs qui vont augmenter la fréquence des épisodes, comme le fait d'être plus stressé, le fait d'avoir un horaire de sommeil régulier. Fait que des fois, certains changements d'habitude, ça va permettre de réduire la fréquence de ces épisodes-là. OK. Et est-ce que le fait de se réveiller anormalement plus tôt, disons quelqu'un qui se réveille toujours 1 heure, 2 heures avant son cadran, il a quand même fait sa nuit, mais il manque 1 ou 2 heures de sommeil, est-ce que ça rentre dans la parasomnie, ça, ou c'est comme l'insomnie, mais l'autre bord? Oui, c'est l'insomnie de l'autre côté. OK. Puis ça, pour ça, est-ce que est-ce que c'est plus fréquent chez les personnes douées? Puis encore là, quelles interventions qui peuvent être faites pour ça? En fait, ça fait partie des plaintes qui sont plus fréquentes, là, mais on n'a pas beaucoup de données par rapport à ça, mais je dirais que c'est un peu comme pour l'endormissement. Je pense que c'est à ce moment-là de mettre en place des bonnes stratégies qui vont favoriser le retour du sommeil, puis que si le sommeil ne revient pas, il vaut mieux se lever, aller se changer les idées, faire une activité qui est calme, puis après ça, d'essayer de revenir de se coucher plutôt que de rester dans son lit, puis là, de se dire, là, si je m'endors pas, je commence l'école dans 1 heure. Puis là, de se mettre comme dans toutes sortes de préoccupations. Fait que je pense que il y a comme certaines choses à faire au niveau là, de son hygiène de sommeil pour favoriser le retour du sommeil. Non, puis je peux juste imaginer que ça peut devenir un cercle vicieux, que si ces personnes ont plus tendance à faire de l'insomnie à cause de leur douance ou différents facteurs dans l'environnement, ils dorment moins bien. Là, c'est ça, plus de difficultés à régler les émotions, plus de stress et tout ça, ça devient juste une roue vicieuse. Puis là, j'imagine qu'on est plus stressé, ou c'est ça, qu'on a un trouble de santé mentale. C'est déjà difficile après
de mettre différentes interventions en place pour réguler le sommeil. Donc, je pense que c'est le sommeil, j'ai l'impression que comme société, on sous-estime l'importance, puis même dans une population générale à l'école et tout ça, que de mal dormir, c'est quelque chose qui est un peu banalisé alors que c'est tellement une pierre angulaire à notre santé. Ouais. C'est, tout à fait. C'est un autre de mes chevals de bataille. Oui. L'importance du sommeil, entre autres, chez les adolescents. Mais oui, je pense que c'est important de ne pas négliger. Puis on se réalise, comme tu disais, de plus en plus à quel point c'est important tant pour la santé physique, mais aussi de plus en plus par rapport à la santé mentale. Ouais. Puis que dans le fond, ben ça va faire une roue qui tourne, hein, puis ça fait effet boule de neige. Si on a les problèmes de sommeil, le manque de sommeil, ça va nuire à notre fonctionnement durant la journée. Ça augmente beaucoup l'anxiété. Puis dans l'étude qu'on a fait, ben c'est ce qu'on voyait aussi. Ceux qui avaient le plus de problèmes de sommeil, c'était les plus anxieux. Nous, on peut pas répondre à qu'est-ce qui arrivait en premier, vu qu'on est dans une étude dans seul temps de mesure, mais on voyait que cette relation-là était très forte. Oui, puis n'hésite pas si jamais la question sort un peu de ton champ d'expertise, là, mais je sais que des fois, quand, disons que je dis à mes parents, à mes amis, j'ai une semaine que je dors moins bien, c'est comme, tu sais, prendre la mélatonine. Tu sais, c'est tout de suite, on dirait, on va plus orienter vers, tu sais, prends quelque chose au lieu de mets une stratégie dans ton environnement en place. Donc, est-ce que ça, c'est des outils auxquels tu as recours des fois de peut-être référer au médecin pour de la médication? Est-ce que c'est plus fréquent ou habituellement avec des interventions au niveau de la psychologie, on est capable d'améliorer le sommeil? Je pense que ça dépend beaucoup de l'âge aussi là, dans la réponse, mais si on est chez les enfants, je pense que la première chose à travailler, c'est vraiment au niveau de l'hygiène de sommeil puis d'impliquer les parents aussi. Oui, ouais. Oui. Dans tout ça, même chose chez les adolescents. Je pense que la sensibilisation en premier, juste donner de l'information, aider à changer les habitudes de sommeil, c'est déjà la première bonne étape. Chez les adultes, ben là, souvent, on est dans des problèmes qui sont beaucoup plus cristallisés. Là. Souvent, ben, ça va faire des années, puis ça a été l'accumulation de mauvaises nuits, puis tout ça. Fait que dans ce temps-là, ben, je pense que les recherches nous montrent que c'est le mieux, dans le fond, c'est d'avoir quand même une approche de psychothérapie dans les changements. Que la médication, là, j'exclus la mélatonine, là, mais que la médication, c'est plus pour d'une façon ponctuelle. Okay. Là, c'est un moment où c'est important de dormir, on n'y arrive pas, on vit une période de crise, un deuil important. Donc, juste nous donner une chance de récupérer. Puis une fois qu'on a repris le dessus un peu, ben là, de voir qu'est-ce qu'on peut changer au niveau de nos habitudes de sommeil. Là, maintenant, il y a quand même beaucoup de traitements accessibles, même en ligne, là, pour intervenir au niveau du sommeil. Puis la mélatonine, ben ça, je pense que ça peut aider. C'est quand même c'est l'hormone que nous, on va sécréter de façon endogène pour induire le sommeil. Là, donc, fait que c'est pas juste pour ça que je le mets dans une catégorie à part. Là, un peu plus. Fait que si il y en a beaucoup de jeunes quand même qui vont se faire prescrire ça par leur médecin, c'est en vente libre aussi, mais s'il y a des difficultés d'endormissement, ben ça peut aider aussi. Il faut voir s'il y a d'autres choses qu'on pourrait changer. Oui, tout à fait. Puis, c'était pas dans les troubles de santé mentale ou les autres choses qu'on a abordées, mais ça m'a fait penser à ça à cause du sommeil. Puis, j'ai déjà entendu des gens qui, ben, pour eux, prendre plus des adultes, 2-3 verres de vin, ça s'endort un peu. Puis, on a l'impression qu'on s'endort plus vite. Qui n'est pas une stratégie, on va bien le nommer, là, qui n'est pas une stratégie efficace pour améliorer son sommeil. Mais est-ce que la consommation de substances, l'alcoolisme ou des choses comme ça, est-ce que c'est plus prévalent chez les personnes douées par rapport à la population générale ou c'est relativement le même portrait parce que c'est quand même assez étroitement lié aussi aux troubles de santé mentale? Ça aussi, on n'a pas beaucoup de données, mais il y a une grosse étude, en fait, qui vient d'être... que les données sont rendues disponibles. Elle n'a pas été publiée encore. Là, c'est une étude avec un échantillon en Angleterre là, sur plusieurs milliers de personnes, en fait, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas plus d'alcoolisme ou de problèmes de consommation chez les personnes douées versus chez les personnes non douées là, dans la population, quand on regarde dans la population adulte. Là. OK. Bon, ben c'est somme toute, j'imagine, une bonne nouvelle. C'est pas un problème, un enjeu de plus qui peut s'ajouter à l'arc d'être une personne douée. Là. Donc, OK. C'est intéressant. Puis, par rapport au sommeil, il y a plusieurs questions, je pense, non répondues qui, ça va dépendre de la recherche. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas discuté qui te viennent en tête que tu aimerais mentionner? Par rapport au sommeil? Oui, par rapport au sommeil, à la douance et tout ça. Ben, je pense que
Ben, entre autres, la question des rêves. Hein, si on a un effet avec le sommeil paradoxal, je pense que ça serait qu'ils en ont plus. Ça serait intéressant de voir est-ce que leurs rêves se ressemblent un petit peu plus peut-être en termes d'analyse de contenu, de structure. Je pense que ça peut être intéressant là, de s'intéresser à ces questions-là. OK, super. C'est vraiment un sujet qui est très fascinant. Puis on va le rappeler, le sommeil, c'est essentiel, on en a besoin. Donc, je pense que c'est essentiel de mieux comprendre tout ce qui se passe autour de ça puis d'en prendre soin parce que c'est ça. On peut juste repenser tous à une journée où est-ce qu'on a mal dormi, à quel point on est moins fonctionnel. Puis au cours de la discussion, on a beaucoup parlé des différents, de ta perspective plus clinique, des différentes interventions qui peuvent se faire. Est-ce que c'est important que la douance soit identifiée pour que la démarche thérapeutique soit adéquate, peu importe le motif de consultation avant. Puis sinon, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence si elle n'a pas été identifiée préalablement? C'est une très bonne question. Puis je pense qu'il n'y a pas peut-être une réponse universelle à ça. Je pense que ça dépend aussi de notre contexte de travail puis du motif de consultation. Là. Entre autres, si on est psychologue en milieu scolaire, puis ce qu'on veut, c'est surtout de répondre aux besoins. On peut avoir cette hypothèse-là, mais on voit que le jeune manque de stimulation à l'école ou encore que c'est un jeune qui a beaucoup de comportements d'opposition, mais qui a beaucoup de facilité. Donc, peut-être déjà de mettre en place des interventions pour le soutenir avec une hypothèse de douance. Ouais. Fait que ça peut être un cas de figure là, où c'est important de se centrer sur les besoins. Puis après, la question du diagnostic, il faut voir est-ce que c'est si important que ça pour nos interventions? Oui. Fait que si chez les enfants, des fois, peut-être que c'est de voir juste leur fonctionnement, on peut avoir quand même certains signes. Je pense qu'on peut faire des aménagements. Mais dans d'autres cas de figure, je pense que ça peut être justement, on suit un jeune. Puis je dirais que c'est peut-être plus quand il y a une problématique associée, puis que là, on soupçonne que dans le fond, il y a peut-être une douance avec un TDAH. Mais là, je pense que l'identification, elle est comme plus importante pour mettre ces choses-là en perspective. Oui, OK. Donc, je pense que dans tous les cas, ça dépend de chaque personne. Puis c'est important vraiment de... Puis, je veux dire, je repense à ma pratique de nutritionniste, c'est toujours de répondre aux besoins de la personne au moment où elle se présente, puis qu'est-ce qui est important pour qu'elle soit bien dans son environnement, puis qu'elle puisse bien fonctionner, bien se sentir. Parce que c'est ça, juste, faire l'évaluation pour savoir si on est doué ou non, ça répond pas nécessairement à des besoins. Puis même l'évaluation, ça va pas nécessairement nous aider dans l'intervention qu'on peut mettre en place. Je pense que c'est vraiment quand il y a des choses qu'on comprend pas, des caractéristiques associées, où là, ça devient essentiel là, de faire un peu plus comme l'évaluation de façon approfondie. Ou si on veut envisager, on travaille avec un jeune, il y avait des défis, puis là, ça va mieux. Puis là, on se demande, est-ce qu'un saut de classe, ça pourrait être pertinent? Là, je pense qu'on va faire une évaluation, pas juste pour savoir s'il est doué, mais est-ce que ça serait pertinent pour lui? Est-ce qu'il y aurait les capacités pour réussir dans ce contexte-là? Donc, je pense que c'est de voir les évaluations comme quelque chose de plus global, puis qu'est-ce que ça va venir apporter à notre point de vue un petit peu plus de clinicien d'avoir cet éclairage-là. Puis, est-ce qu'il y a des gens, des fois, pour qui avoir l'identification de douance, c'est vraiment quelqu'un qui peut soupçonner qu'il y a ça, puis que c'est le fait d'avoir une confirmation ou non va vraiment être important pour le cheminement de cette personne-là je sais pas, je me suis tout le temps sentie en décalage. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Est-ce qu'il y a des fois où, justement, cette identification-là va être nécessaire pour la suite d'une démarche thérapeutique? Oui, je pense que peut-être lui, je l'imagine plus chez les adultes, là, puis tout ça, mais je veux dire, ça l'arrive qu'on le voit, puis c'est supporté par justement un cheminement personnel ou clinique, puis c'est pas juste de savoir si oui ou non, mais c'est parce que là, il y a comme quelque chose d'une réflexion de jeter un regard différent sur son histoire, puis dans le fond, plein de choses, justement, le décalage, ce sentiment de solitude-là, est-ce que ça pourrait, est-ce que la douance aurait pu contribuer à ça? Mais je pense que c'est important d'avoir une perspective globale là, quand on va procéder à ce type d'évaluation-là pour s'assurer aussi... de ne pas manquer autre chose, de ne pas de pas manquer autre chose, puis que la personne soit consciente dans quoi elle s'embarque aussi avant de se lancer dans ce type d'évaluation-là. Oui. Vraiment super intéressant. Je vois le temps qui file et j'ai envie de te poser peut-être une grande question pour peut-être conclure ou enrober tout ce qu'on a discuté. Comme psychologue, neuropsychologue et professeur /chercheur,
c'est quoi 3 choses que tu aimerais que les gens retiennent par rapport à la douance et la santé mentale? Puis je peux même découper ma question, puis là, tu me dis 1 ou 2 affaires là, à ta guise. Peut-être une chose pour les chercheurs, une chose pour les professionnels de la santé et une pour le public. Quelque chose comme ça. OK. Cet exercice. Je pense que pour les chercheurs, je pense que c'est important de s'intéresser à ça. Et puis de vraiment, peut-être que collectivement, on réfléchisse à comment faire des bonnes études sur la douance pour mieux comprendre et avoir des meilleures données par rapport à cette population-là, avec moins de biais d'échantillonnage. Je pense que ça serait mon souhait. Plus d'études, moins de biais dans ces études-là, puis que peut-être que justement, ça soit des études plus grosses pour qu'on soit capable de prendre en compte beaucoup plus de variables que juste la question de la douance, mais de prendre en compte l'environnement. Pour les professionnels, je pense que j'aurais envie de dire que doué ou pas, c'est important de prendre un enfant dans sa globalité. Puis je pense qu'avec les enfants doués, des fois, on va voir beaucoup de préjugés un petit peu plus réducteurs, là, c'est-à-dire, il peut pas être doué parce qu'il fait telle affaire ou il est doué parce qu'il fait telle affaire. Je pense que c'est important de voir l'enfant dans sa globalité. Puis, tu sais, au-delà de savoir s'il est doué ou non, d'être là pour répondre à ses besoins, puis qu'on lui permette, dans le fond, de mettre le plus de choses en place pour le soutenir dans son développement puis qu'il puisse s'épanouir. Je pense que c'est ça l'enjeu pour moi, c'est la santé mentale. Il y a des variables personnelles. T'sais, en psychologie, c'est ça qu'on va travailler dans notre bureau, mais je pense que tout l'aspect systémique, ce qui se passe à l'école, ce qui se passe à la maison, donc d'avoir un regard plus large puis de sortir de juste si c'est... Est-ce que c'est juste la douance ou c'est pas la douance qui explique un peu plus ça? Là? Fait que je pense que c'est important de... c'est un super très bon point. Et de prendre la douance en considération dans tout ça, bien sûr. Puis après, il y avait pour le public. Pour monsieur, madame, tout le monde. Que c'est, je pense que justement que les enfants doués, ils ont leur lot de défis aussi. Hein, puis de pas être que s'il y en a dans votre entourage, de pas avoir peut-être l'image que c'est des enfants qui vont l'avoir juste très, très facile dans la vie. Ou encore une fois, que c'est des enfants qui risquent d'avoir beaucoup de problèmes, mais peut-être plus de les voir globalement dans leur ensemble, puis d'être sensibilisé que c'est des enfants qui ont des besoins qui peuvent être différents. Puis que dans le fond, c'est important que comme société, on s'intéresse à donner, à mieux répondre dans le fond aux besoins de ces enfants-là pour qu'eux aussi puissent avoir la chance de bien évoluer. T'sais, entre autres, si je pense au niveau scolaire, longtemps au Québec, on a eu, on voyait que le fait d'être doué, c'était relié à l'élitisme, puis il fallait pas soutenir ces enfants-là pour ces raisons-là. Fait que je pense que ce changement de mentalité là est comme important comme société. Fait que de voir que c'est des enfants qui, comme des enfants qui ont différentes caractéristiques, ont besoin aussi qu'on réponde mieux à leurs besoins là, dans notre société. Vraiment. C'est vraiment intéressant. Puis je pense que le fait que des professionnels comme toi viennent en parler, ça contribue justement à faire changer le paradigme et à davantage sensibiliser le grand public, les professionnels et les chercheurs aux défis que les personnes douées peuvent vivre au quotidien. Donc, merci énormément. C'était vraiment fascinant comme discussion. Et si les gens veulent suivre tes travaux ou se cherchent, je sais que tu as mentionné des références un peu plus tôt dans l'épisode qui pourront être écrites dans la description. Est-ce qu'on peut justement suivre tes travaux, ce que tu fais ou se renseigner sur la douance et la santé mentale quelque part? Pas encore, mais c'est dans les projets. Peut-être s'il y a des choses sur le site web de l'université, mais éventuellement, là, on est en train de réfléchir à un site web pour le laboratoire pour diffuser, rendre accessible un peu plus là, les travaux de ce qu'on va faire. Je pense que j'aurais le goût d'ajouter une chose pour les parents, en fait. Oui, vas-y. Pour les parents d'enfants doués, de pas lâcher. Hein, parce que on est dans une société en changement, puis que des fois, c'est pas facile de faire connaître leurs besoins de leurs enfants, puis des enfants doublement exceptionnels. Fait que de pas d'être là pour leurs enfants, leur soutenir, puis dans le fond, d'avoir confiance que comme société, on va évoluer pour mieux répondre à leurs besoins et tout ça. Je pense que c'est un bon message rempli d'optimisme et d'espoir qui est important à mentionner. Là. Donc, merci beaucoup. Ça fut un plaisir et je te souhaite une bonne continuité dans tes projets et dans ta pratique. Merci. Ça a fait plaisir d'être ici et d'avoir cet échange-là. Merci. Super.